Avant de parler de révolution, avant de parler d'Haïti, de marxisme ou de panafricanisme, nous devons d'abord poser une question simple. Qui était C.L.R. James? Car James n'est pas apparu par hasard. Il a été façonné par l'Empire, par l'éducation coloniale, par l'exil et par la lutte. Et comprendre sa vie est indispensable pour comprendre pourquoi ses idées restent, aujourd'hui encore, d'une brûlante actualité. Afin d'acquérir une compréhension plus approfondie de C.L.R. James, nous avons traduit sa biographie rédigée par Hakim Hadi et Marika Sherwood. Cette biographie figure dans leur ouvrage intitulé Pan-African History, Political Figures from Africa and the Diaspora since 1787, publié par Routledge en 2003, que nous recommandons vivement. Cyril Lionel Robert James, écrivain, intellectuel éclectique et militant politique, est probablement la figure née dans les Caraïbes la plus connue sur la scène mondiale. Il a été, pendant un demi-siècle, une source d'inspiration, mais aussi de débats et de controverses persistants pour de nombreux intellectuels noirs et au-delà. Sa vie et son œuvre embrassent l'Afrique et la diaspora. CLR, comme on l'appelait communément, était le petit-fils du premier conducteur de locomotive de couleur du chemin de fer gouvernemental de Trinidad. Son père était instituteur. Sa mère, passionnée de littérature, l'initia aux classiques de l'écriture européenne. L'un de ses amis d'enfance était Malcolm Even Nurse, plus connu sous le nom de George Padmore. À l'âge de 10 ans, il obtint l'une des 8 bourses annuelles pour intégrer le Queen's Royal College, le principal établissement secondaire de Trinidad. Il y devint un élève primé, un athlète remarquable et détenteur du record national du saut en hauteur. Il jouait également au cricket, sport qu'il aimait profondément, mais comprit très tôt qu'il n'atteindrait pas le niveau mondial. À sa sortie de l'école, il fut invité à y enseigner. Parmi ses élèves figurait le futur Premier ministre Eric Williams. Dans son autobiographie inédite, James affirme que c'est Marcus Garvey qui lui fit prendre conscience que le fait d'être noir avait une importance politique. Dans les années 1920, CLR participa à la publication du Beacon, revue littéraire et politique, et travailla sur un roman intitulé Minty Alley, qui ne fut publié qu'en 1936. En 1932, à l'invitation de son ancien collègue de cricket Larry Constantine, alors installé à Nelson dans le Lancashire, James s'installa en Grande-Bretagne. Grâce à la recommandation de Constantine, il devint chroniqueur de cricket pour le quotidien progressiste The Manchester Guardian. Constantine apporta également un soutien financier à la publication de The Life of Captain Cipriani, 1932, consacré à un dirigeant syndical et politique trinidadien, ouvrage que James utilisa pour promouvoir l'indépendance de Trinidad face à la domination coloniale. CLR rendit l'appareil à Constantine en l'aidant à rédiger Cricket and I. Rapidement impliqué dans le mouvement marxiste international, CLR rejoignit l'Independent Labour Party, dont il devint secrétaire de section et propagandiste sur les questions coloniales. En 1935, lorsque l'invasion imminente de l'Éthiopie par l'Italie impérialiste se précisa, il fonda la International Friends of Abyssinia, IAFA, devenue plus tard of Ethiopia. Parmi leurs dirigeants figuraient Jomo Kenyatta, Amy Ashwood Garvey et l'ancien cadre du Comintern George Padmore, récemment extradé de Hambourg. L'IAFA mena campagne contre l'invasion italienne de ce pays africain libre, mettant en lumière la duplicité et la brutalité de l'impérialisme européen. Cette organisation, qui comptait parmi ses membres des militants africains de passage en Grande-Bretagne, évolua vers l'International African Service Bureau, très engagé dans les mouvements d'indépendance africaine. Le bureau publiait une revue mensuelle, International African Opinion, dirigée par James. CLR participa également à la League of Colored Peoples, organisation à vocation sociale fondée en 1931 par des Noirs issus des professions libérales sous la direction de Harold Moody, qu'il tenta de transformer radicalement. Il assista et prit la parole aux réunions de la West African Students' Union. Après avoir quitté l'ILP en 1936, James rejoignit le minuscule mouvement trotskiste anti-stalinien, dont il unifia les courants dispersés en publiant un journal commun, Fight. Avec la publication de World Revolution, The Rise and Fall of the Communist International, 1937, Dorothy Pizer, compagne de Padmore
était alors sa secrétaire, James s'imposa comme l'un des principaux théoriciens et critiques du stalinisme. Comme le rappela l'un de ses camarades, il pensait puissamment par lui-même. Il était le trotskiste britannique le plus remarquable des années 1930. Durant ces années britanniques, James publia A History of Negro Revolt, 1938, une synthèse panafricaine, et Les Jacobins noirs, 1938, œuvre historique majeure. L'ouvrage se conclut par une analyse de l'impérialisme qui se vante d'exploiter les richesses de l'Afrique au bénéfice de la civilisation. En réalité, il étouffe la véritable richesse du continent, la capacité créatrice des peuples africains. Adapté en pièce de théâtre en 1936, avec Paul Robeson dans le rôle principal, Toussaint demeure la seule pièce publiée de James. Invité à donner des conférences aux États-Unis par le Socialist Workers' Party, James quitta le Royaume-Uni en 1938. Membre du mouvement trotskiste américain, il se rendit au Mexique pour rencontrer Léon Trotsky, alors en exil, afin de le convaincre de l'importance et de la légitimité des mouvements noirs autonomes aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Cette rencontre, conjuguée au bouleversement intellectuel provoqué par le pacte Hitler-Staline, conduisit James et un groupe de proches collaborateurs à réexaminer les textes marxistes fondamentaux et à élaborer des théories en faveur de conseils ouvriers autonomes et de mouvements noirs de jeunesse et de femmes. Il acquit une expérience directe en travaillant avec des métayers, des mineurs de charbon et des ouvriers de l'automobile, cherchant à créer leurs propres organisations. Durant cette période, il écrivit d'innombrables articles sous le pseudonyme de J.R. Johnson. Il quitta le mouvement trotskiste en 1951. En 1950, après avoir divorcé de son épouse trinidadienne Juanita, James épousa Constance Webb. Le couple eut un fils, mais le mariage fut de courte durée. Menacé d'expulsion durant les chasses aux sorcières anticommunistes du macartisme dans les années 1950, James fut emprisonné sur Ellis Island où il écrivit « Mariner, Renegade and Castaway, The Story of Herman Melville and the World We Live in » 1953. Étude politique classique de Moby Dick. Il fut expulsé vers la Grande-Bretagne en 1952. En 1957, James fut l'invité d'honneur des célébrations de l'indépendance du Ghana. Kwame Nkrumah l'avait rencontré lorsqu'il était étudiant aux États-Unis. Et c'est une lettre d'introduction de James qui scella la longue collaboration entre Nkrumah et George Padmore. James fut également invité d'honneur lorsque le Ghana devint une république en 1960. Toutefois, quelques années plus tard, il rompit publiquement avec Nkrumah à propos de l'ingérence de ce dernier dans le système judiciaire. Nkrumah and the Ghana Revolution, 1977, constitue à la fois son récit et sa critique des événements au Ghana et ailleurs en Afrique nouvellement indépendante, ainsi que ses propositions pour l'avenir. Il estimait que la démocratie doit impliquer la population. L'Afrique trouvera cette voie ou continuera de passer de précipice en précipice. En 1958, Eric Williams, alors ministre en chef de la colonie de Trinidad, invita son vieil ami et mentor à Port-of-Spain pour diriger le journal de son parti, The Nation, et devenir secrétaire du parti travailliste, parti au pouvoir de la Fédération des Antilles. James s'installa à Trinidad avec sa troisième épouse, Selma, qu'il avait épousée en 1956. Selma contribua à l'édition du journal. Toutefois, des divergences idéologiques et autres entraînèrent la démission de James de The Nation et son départ en 1962, avant les célébrations de l'indépendance. La principale divergence entre les deux hommes portait sans doute sur la conviction de James quant à l'importance fondamentale de la participation des masses au processus politique et à la nécessité de l'unité raciale à Trinidad. De retour en Grande-Bretagne, James réfléchit aux effets durables du colonialisme à la lumière de son expérience trinidadienne. Il en résulta Beyond a Boundary, publié en 1963. À la fois autobiographie et méditation sur l'art et l'esthétique du cricket, l'ouvrage constitue probablement la première analyse sociopolitique du sport, montrant comment les relations sociales et les attitudes personnelles se forgent sur et en dehors du terrain. Fidèle à son amour de la littérature, James donna également une série de 6 conférences sur Shakespeare pour le service caribéen de la BBC. En mars 1965, James retourna à Trinidad en tant que correspondant sportif pour des journaux britanniques. Williams venait de décréter l'état d'urgence en réponse à une importante grève des travailleurs du sucre
probablement soutenu par l'Oilfields Workers Trade Union OWTU de gauche. Bien qu'aucune preuve n'indiquât l'implication de James, Williams le plaça aussitôt en résidence surveillée. À sa libération, James décida de rester à Trinidad. Il rejoignit le Democratic Labour Party, DLP, opposé à Williams. Lorsque le chef du DLP choisit de soutenir la loi antisyndicale d'industrial stabilisation de Williams, James et le vice-président du DLP, Stephen Maharaj, fondèrent le Workers and Farmers Party, WFP. Celui-ci ne parvint toutefois pas à rallier ni les travailleurs ni les principaux militants de gauche, à l'exception du président de l'OWTU, resté fidèle à Williams. Aux élections de 1966, le WFP n'obtint que 3% des suffrages. James retourna en Grande-Bretagne. En 1968, James accepta une invitation à donner des conférences à l'université de Makerere en Ouganda, où il aborda le rejet de la philosophie et de la politique européenne par des écrivains caribéens tels que Wilson Harris, Alejo Carpentier et Aimé Césaire. Ces hôtes organisèrent une rencontre avec le président Nyerere, dont la philosophie de l'Ujamaa impressionna profondément James. De retour en Grande-Bretagne, il conseilla la West Indian United Association de Manchester, continua à intervenir dans des réunions publiques à travers le pays et écrivit pour des revues généralistes et libérales telles que New Society, Journal of Commonwealth Literature et The Cricketer, ainsi que pour des revues américaines comme Radical America et Black World. Son soutien affirmé au mouvement de gauche et au Black Power entraîna son interdiction de séjour par plusieurs gouvernements caribéens, interdiction levée seulement au milieu des années 1970. Le gouvernement américain autorisa cependant son retour lorsqu'il fut invité à rejoindre le corps enseignant du Federal City College à Washington, où il resta près de 10 ans, tout en enseignant et donnant des conférences dans d'autres universités. Son domicile à Washington devint un lieu de rencontre pour de jeunes militants et intellectuels noirs. Le collège lui décerna un doctorat honorifique. En 1969, son History of Negro Revolt, 1938, fut réédité avec un essai de mise à jour. James y analysait la subordination économique des États africains nouvellement indépendants et tentait d'expliquer la désintégration brutale et le recours à des dictatures militaires grossières d'un État africain à l'autre. Il y voyait la conséquence de la recherche de soutien par les dirigeants nationalistes auprès des fonctionnaires, la classe moyenne de l'État colonial. L'ancienne puissance impérialiste n'avait été remplacée que par une élite occidentalisée, soumise aux puissances économiques occidentales. James reprenait la thèse de Fanon, selon laquelle seule une révolte sans compromis contre les régimes nationalistes noirs permettrait de libérer l'Afrique de la domination économique et psychologique de la civilisation occidentale. La situation persistante en Afrique troubla profondément James et d'autres, au point qu'en 1971, il réunit aux Bermudes un petit groupe de militants et d'intellectuels antillais afin de discuter de l'organisation d'un congrès panafricain en Afrique. Il se rendit ensuite au Nigeria, au Ghana, en Tanzanie, en Guyane, à Trinidad et à 2 reprises en Jamaïque pour promouvoir l'urgence de cette conférence. Ce n'est toutefois qu'après l'engagement du parti tanzanien au pouvoir, la Tanganyika African National Union, TANU, à en garantir le financement, qu'un appel fut lancé en 1974 pour une réunion destinée à examiner la différence entre une simple indépendance politique, sous domination du capital financier international, et une véritable indépendance socio-économique. Contrairement au 5e congrès, James et Nyerere souhaitaient que le 6e traite du contrôle intégral de la vie économique et financière, de la libération de l'Afrique australe et de l'autosuffisance, Race Today, avril 1974. Le 6e congrès panafricain se tint à Dar es Salaam, la Tanzanie étant alors considérée dans le monde africain comme l'un des modèles opérationnels les plus importants de l'autonomie. James n'y assista toutefois pas pour protester contre la décision des gouvernements caribéens et ou du comité directeur international de n'autoriser que des représentants officiels. Le président Nyerere dénonça cette décision dans son discours d'ouverture. Selon un James visiblement très déçu, le Congrès n'a laissé aucune doctrine particulière. Il ne défendait rien de précis, at the rendezvous of victory. En 1976, James s'adressa au premier congrès de tous les écrivains africains, à Dakar, au Sénégal. Sa conférence, intitulée « Vers le 7e », le congrès panafricain, passé, présent et avenir,
figure dans At the Rendezvous of Victory, 1984, qui retrace l'histoire des congrès depuis le premier, organisé par Henry Sylvester Williams à Londres en 1900. Soutenant que l'État-nation n'est plus une entité politique viable, il appela à la création de fédérations ouest-africaines et australes, à des politiques empêchant l'émergence d'une élite africaine, à un recentrage sur la paysannerie, à l'inculcation d'un sens des responsabilités chez les instruits envers les non-instruits non instruites et à l'égalité des femmes. Après sa retraite de l'enseignement aux États-Unis en 1980, James tenta de revenir vivre à Trinidad dans une maison proposée par l'OWTU, mais l'expérience se révéla difficile et il se réinstalla à Londres. CLR et Selma divorcèrent en 1982. Il continua à donner des conférences, à écrire des articles et des essais et participa à une série de conférences télévisées. Au printemps 1983, il prit la parole lors d'une réunion panafricaine à Accra. En 1988, le Premier ministre de Trinidad annonça l'attribution à James de la Trinity Cross, la plus haute distinction nationale, et l'invita à rentrer vivre au pays. L'offre fut refusée, bien que James ait promis de visiter Trinidad. Cela ne se produisit pas. CLR James mourut à Londres le 30 mai 1989. Il fut enterré à Trinidad le 13 juin. Tout au long de cette semaine, nous explorerons la révolution haïtienne, le marxisme et la question raciale, les mouvements de masse et le leadership, le panafricanisme, la culture comme forme de résistance. Mais tout commence ici, avec un homme né dans une colonie qui a refusé de penser comme un sujet et a choisi de penser et de lutter comme un être humain libre. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ses voix, ses histoires, ses vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.